la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi? Ça, c'est un podcast divertissant et diversifié. À chaque 3 semaines, nous autres, là, les geekettes, on vous parle d'un sujet de la culture populaire de notre choix. Mais on jase aussi de plein d'autres affaires. Puis là, habituellement, je ne l'ai pas dit à Chloé, je vais le dire en même temps, mais c'est pas grave. Plein d'autres affaires. Oui! On est une petite équipe ce soir. Aujourd'hui, au Geekette, on enregistre en soirée, mais vous, les auditeurs, peut-être que vous nous écoutez à un autre moment. Aujourd'hui, on a l'épisode 109 des Geekettes. Et puis, on reçoit Chloé officiellement dans notre studio. Allô, comme geekette officielle aujourd'hui, pas comme invitée. Je suis trop contente de faire ma première chronique. Je suis très excitée. Ben moi aussi, je suis très excitée. Là, ça va être un petit enregistrement intime. On est deux. Oui. Mais c'est comme un petit enregistrement début décembre aussi. Donc, ça va être très smooth. Alors, prenez-vous un chocolat chaud, un café peut-être avec du lait ou pas, ou de l'avoine, du lait d'avoine, ce que vous voulez, dedans du thé, de la tisane. C'est très cocooning Noël. Oui, on est tous en coton ouaté, toutes les Ouais, deux. Vraiment. Très confortable. Alors, ça va être ce genre d'épisode-là aujourd'hui. Et puis, Chloé, moi, je vais revenir sur quelque chose. Oui. Tu as été à une soirée de podcast, hein? Yes, oui. Non, j'y ai pas été. Oh, tu n'as pas été? Ben je vais quand même le plugger, c'est pas grave. Mais je me disais peut-être qu'elle y a été. Non. Mais en tout cas, c'était plein. C'était c'était complet. C'était la soirée. Un peu de crime dans ta soirée qui était organisée avec Audrey et Catherine du podcast Un peu de crime dans ton café qu'on a reçu comme invité. Oui, j'aurais adoré parce que j'adore ce podcast-là. Mais sais-tu quoi? Ils vont en avoir une autre soirée. Oui. Fait qu'on ira ensemble. Oui, faut pas la manquer. Moi, j'avais trop de choses prévues cette semaine-là. Oui, c'est ça. Moi aussi, avant les fêtes, là, c'est toujours c'est beaucoup intense pour moi. Fait que... Ben oui, tu fais plusieurs marchés, on va en parler. Exact. Ben c'est ça, fait que je voulais juste lancer une petite plug aux gens, là, supposément qu'ils vont faire une autre soirée. Je sais pas quand. Yes. J'imagine que ça va être après les fêtes, parce que, tu sais, tout est pas mal occupé dans ce temps-ci de l'année. Oui, je pense que là, les prochaines activités, c'est comme après les fêtes ou pour ce genre de trucs-là. Là. Mais c'est toujours le fun, les soirées. Il y avait Distorsion. Il y avait Crime de Bin. Il y avait... c'est un peu de crime dans ton café. Il y avait Crime Tonic, je crois, qui est un nouveau podcast de True Crime. Ils sont rendus à peu près 16 épisodes, il me semble. Écoute, j'ai lu l'article à propos de cette soirée-là qui est paru dans le Urbania. Okay. Très cool, Urbania, d'avoir parlé de cette soirée-là. Vraiment? Oui, vraiment. Puis, écoute, moi, j'étais très jalouse de tous les gens qui ont été. Là. Certains. En tout cas, prochaine fois, on va être là. Oui. Parfait. Ben, veux-tu qu'on part? As-tu autre chose à dire en intro? Oui, ben moi, j'avais... On n'est pas dans les nouvelles, officiellement. On est juste en train de jaser. Ben non, là, c'est ça. Moi, je suis pas mal en préparation de mes marchés de Noël. Fait que c'est sûr que je vais vous parler un peu des marchés, là, de tous les trucs, les festivités qui s'en viennent avant les fêtes. Puis sinon, ben, je vais vous parler de Niki de Saint-Phal, comme je vous avais parlé un peu dans mon dans mon entrevue. Mais en fait, là, ça va être vraiment ma vraie chronique des femmes des femmes artistes qu'on veut découvrir, qu'on veut faire connaître. Fait qu'aujourd'hui, je vais en parler vraiment plus officiellement. C'est sûr que je suis pas historienne, là, disclaimer, là. Fait que s'il y a des trucs, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis vraiment nouvelle là-dedans. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. C'est vraiment juste moi qui ai été recueillir le plus d'informations possible dans les podcasts, des livres, pour essayer de vous faire un petit portrait inspirant pour vous donner envie de la connaître. Puis c'est ça. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Ça va être vraiment super inspirant. Puis de mon côté, moi, je vais vous parler d'un fameux film du temps des fêtes. It's Christmas, Charlie Brown. Je suis sûre que j'ai pas le bon titre du film d'animation, mais vous savez lequel, le film de Noël de Charlie Brown. Oui, il y en a juste un grand classique. Nous aussi, à chaque année, on a le vinyle, on le met à chaque année quand on fait l'arbre de Noël. Ça fait partie de nos traditions. Oui, la musique aussi. Ça aussi, je vais en reparler. Mais je vais parler de ça. Je vais vous y revenir, mais pour tout de suite, on va aller en nouvelles avec les nouvelles des geekettes. On va commencer ça, comme ça, frette comme ça, drette de même. Es-tu prête? Oui, ben vas-y. Ben j'y vais. Okay. Let's go. Écoute, là, premièrement, il fallait juste que je mentionne, Jenny n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement, parce que c'est ce soir, au moment où est-ce qu'on enregistre, c'est l'hommage à Carl Tremblay des Cowboys fringants. Alors, je voulais juste le mentionner dans l'épisode. Merci, Carl, pour tout ce que tu as fait. Super inspirant. Écoute, moi, j'ai été super surprise à...
Tu sais, je suis pas une grande fan. Je veux dire, j'ai vu les Cowboys Fringants en show. J'étais pas comme si fan comme ça, mais j'appréciais beaucoup le groupe parce que je les avais vus sur scène. Je pense que ça rappelle tout le monde. Il y a pas personne à qui ça ramène pas un souvenir ou un cousin, un ami, quelqu'un qui tripait là-dessus. Tu sais, moi, je les ai vus en show sans jamais avoir acheté un CD. Puis comme, je connais des tunes par cœur parce que je les ai vus parce que j'ai des amis qui tripaient. Puis tu sais, juste ces souvenirs-là. Fait que je pense que ça l'a touché loin, plus que ce que les gens pensaient. Puis c'est cool. C'est ça, ça l'a fait un petit éveil de prendre soin des choses précieuses comme ça. Là. La vie va vite. On vraiment. est tous des étoiles filantes. Là, ça peut sembler super cliché, mais c'est tellement pas, vrai. c'est vrai. Oui, là. c'est ça. Ouais. Donc, un petit clin d'œil à Carl Tremblay, puis à sa famille, tous les gens qui apprécient la musique des Cowboys Fringants, tous les fans, tout le monde. À tout le monde. Vraiment, nos sympathies. Oui, c'est jamais facile. Des fois aussi, juste de ramener des souvenirs de deuil aussi, ça peut être difficile. Quand il y a des nouvelles comme ça qui sont présentes dans les médias. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien quand on vit un deuil aussi de se rappeler des bons moments, d'avoir comme... d'avoir des gens qui commandent sur la personne, ça fait beaucoup de bien au final. Ça garde la mémoire vivante de cette personne-là qui a été importante. Oui, vraiment. Ouais. Donc, petite pensée pour ce spécial, pour cet épisode-là. Gros câlin à tous ceux et celles qui sont là en ce moment. Oui, on pense à Jenny, on pense à toi, Jenny. Oui. T'avais-tu une petite nouvelle? Oui, j'ai des nouvelles. On poursuive ce petit moment doux. J'ai des nouvelles. En fait, je voulais vous parler d'un marché de Noël, d'un marché des fêtes qui s'en viennent. Je vais commencer par le week-end du 9-10, qui est sûrement le week-end qui s'en vient au moment où l'épisode va sortir. Donc, premier marché que je voulais vous parler, c'est le marché Arc-en-Ciel qui a lieu le 9 décembre seulement, donc juste le samedi. C'est l'école Arc-en-Ciel. En fait, c'est un marché de l'école primaire Arc-en-Ciel qui est sur le plateau Mont-Royal. Je vais faire partie des artisans, fait que c'est sûr, je plug mes marchés. Je vais être là. Mais ce qui est le fun à ce marché-là, c'est qu'on donne le coût pour participer. C'est, en fait, on donne un 20 % de nos profits de la journée. Fait que, puis ça l'aide à financer les activités de l'école. Ah, c'est fait que super, c'est un marché le fun pour les gens qui sont à Montréal, proche du métro Mont-Royal. Sinon, dans Hochelaga, le 9, il y a le marché Douceur au mouvement imparfait. Studio de yoga, nouveau studio de yoga qui a ouvert, qui est vraiment sweet, qui se dit un studio bienveillant, où l'important, c'est de bouger. C'est super familial. C'est vraiment une place sweet. Ça va être le 9 décembre. Est-ce que c'est samedi, dimanche? C'est juste le samedi, ça. Okay. Puis c'est ça, tous les liens Instagram, Facebook, je les ai tous copiés. Ça va être dans la description. Fait que vous pourrez aller regarder ça pour vérifier les heures, les adresses. Là, je veux pas commencer à tout vous dire ça. Là, ça va être, ça va être rushant. Fait que c'est ce week-end-là, il y a aussi le 9 et 10, là, le samedi et le dimanche, le Oige Chanukah Market dans le Myland. Donc, c'est un marché d'artistes juifs et gays. Ah ouais, c'est précis. Oui, organisé par le studio 513. En fait, c'est organisé par Bekolov, qui est une artiste non-binaire, qui est la propriétaire du studio, qui propose aussi, genre, vraiment plein d'ateliers, propose des marchés tout le long de l'année. Toujours des trucs super intéressants. Elle propose aussi des ateliers qui s'appellent Sensual Beast, qui sont des ateliers de danse et de méditation empowering pour les femmes, les personnes queer ou les personnes justement qui sont de la communauté juive dont elle a fait partie. Fait qu'en tout cas, je trouvais ça vraiment... c'est niché, mais vraiment cool comme marché. Fait que j'avais envie d'en parler. Dans le même ordre d'idée, aussi le 10 décembre, donc le dimanche, il y a le marché de Noël Racine and Friends à la librairie Racine. Oui, la librairie, oui, Racine. Vraiment je connais. adorable librairie à Montréal aussi, sur Saint-Hubert. Fait qu'il devrait y avoir de la bouffe, ce qui est très, très attrayant pour un marché racisé. C'est sûr que, genre, la bouffe va être incroyable. Puis, j'ai vu aussi qu'il allait avoir un tonton Noël. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est pas un Père Noël. C'était avec un petit emoji d'un Père Noël noir. Okay. Je suis très excitée par ce tonton Noël. Je suis hyper intriguée. Est-ce que c'est haïtien? Est-ce que c'est africain? Aucune idée, mais ça a l'air... Je trouvais ça... Juste le terme tonton Noël, j'étais comme, c'est adorable. Oui. Fait que, en tout cas, va falloir être là le 10 décembre au marché Racine and Friends à la librairie Racine. Ça semble être vraiment un marché cute. Oui. Je veux juste dire que je connais un mot
pas en créole. C'est en créole, la langue? Oui. Oui, OK, merci. Ouais. Désolée, je manque vraiment de culture là-dessus. Mais je connais Timoun, qui veut dire enfant. Oui. Le meilleur mot, ça. C'est vrai, c'est Vraiment vraiment cute. cute, des petits mounes. Puis des grands mounes, c'est les grands-parents. C'est les Ouais. grands-parents. Bon, deux mots maintenant. Oui. J'ai fait mon secondaire à Montréal-Est, fait que shout-out à mes C'est vraiment une amis belle langue. haïtiens. J'adore ça. Je trouve que c'est tellement une belle Vraiment, sonorité, là. ça roule, là. Ça danse quand ça chante. Oui, vraiment. J'ai aussi trouvé un petit marché dans la région de Québec. J'essaie de trouver des marchés qui n'étaient pas juste montréalo-centrés. Donc, Jean de Québec, le 10 et le 17. Donc, c'est comme le dimanche, puis l'autre dimanche d'après. C'est le marché d'août, décembre, au Café Saint-Suave, qui est un café vraiment sweet, que j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais je suis supposée à l'enseigner là-bas. Donc, si un jour je vais à Québec, je vais sûrement y aller. C'est un marché, un café vraiment, un café-librairie. Fait que je pense que ça va être vraiment cosy comme place, ça va être vraiment sweet. Puis c'est organisé par Tous Doux, qui est une organisation qui fait la promotion d'activités pour des artistes queer, trans. C'est ça, juste plein d'activités positives par rapport à ça. Fait qu'allez voir ça, Tous Doux pour les gens de Québec. Je trouve que ça fait des beaux cadeaux aussi, mettons, à une gardienne ou à tellement. les éducatrices, des fois, des petits autocollants ou des Ouais. toutes sortes de petites choses spéciales, particulières. Là. Des fois, ça prend pas... Tu sais, les artisans, on essaie toujours aussi d'avoir de la variété dans nos prix puis d'avoir des trucs qui sont comme plus accessibles. Puis des fois, c'est juste une petite carte, mais tu sais, ça... Ouais. Des fois, c'est ça, c'est d'y penser 2 fois avant d'acheter des grosses affaires qui servent à rien, surtout quand je pense aux enfants. Là. Ils reçoivent tellement là, des affaires en plastique qui servent tellement pas longtemps. Tellement. Comme les livres, ça dure longtemps. Il y a des choses qui sont vraiment précieuses. Tu sais, ça s'invente pas quand un artiste a fabriqué quelque chose avec ses mains. Le temps qu'il a pris à le faire, puis tout ce que ça signifie. Il y a quelque chose de bien plus profond dans ces petits cadeaux-là, qui sont peut-être des fois, on a l'impression que ça a moins de valeur parce que c'est comme plus cher, mettons, que quelque chose que tu aurais pour le même prix. Mettons, si on passerait à du thé ou, mettons, du savon, quelque chose comme ça coûterait plus cher, mettons, dans un marché qu'au Walmart ou au Labé. Mais tout est dans l'attention que l'artisan comment va l'avoir emballé, comment va l'avoir tout préparé, puis le fait de dire « Ah, j'ai trouvé cet item-là, puis je te l'offre, j'ai pensé à toi. » Tu sais, toute cette démarche-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus profond dans le sens de Noël. Moi, j'ai toujours adoré Noël. Je trouve qu'il y a quelque chose de doux dans le fait de s'offrir des choses douces. Puis, tu sais, ça... Fait qu'en tout cas, je pense qu'au-delà du capitalisme, il y a quand même façon d'offrir des attentions, puis d'être capable d'encourager des artistes locaux, de transformer Noël quelque chose qui fit avec nos valeurs, puis de pas juste tomber dans l'espèce de panneau deck dans laquelle... Vite, c'est ça, dans laquelle on a grandi, mais genre, on peut reprendre cette fête-là puis la retransformer, là, genre, on n'est pas obligé de refaire les affaires qu'on n'aimait pas quand on était jeune, puis garder des traditions qu'on aime, puis des tontons Noël, puis c'est ça, d'autres affaires, tu sais, genre... mettre ça un peu à jour, là, cette tradition de Noël-là. Ouais. Mais aussi, puis moi, je me suis dit, justement, pour venir à ce que tu dis, moi, des fois, il y a beaucoup de marchés durant l'année aussi. Il y en a beaucoup dans le temps des fêtes, mais il y en a aussi durant tout le long de l'année. Puis moi, j'essaie toujours de me dire, OK, si je vois quelque chose qui me fait penser à quelqu'un ou que j'ai comme un gros flash, j'aime vraiment ça, ben je vais l'acheter puis je vais le donner. Tu sais, comme j'essaie de garder ça en banque. Bon, c'est sûr, ça demande de l'organisation. Là, faut moi aussi, je fais ça. Moi, je pense vraiment d'avance. Essayer le plus possible de penser pour justement pas être pris à la dernière minute. Bon, il faut que j'aille au Centre Eaton acheter quelque chose, mais je sais pas quoi. Puis là, tu le sais pas, puis au final, t'achètes un peu n'importe quoi, là, parce que t'es juste sous le coup de... Faut que je trouve quelque chose absolument. C'est tellement pas le fun de magasiner, puis t'es comme juste, OK, t'as telle personne, OK, il reste telle personne. Budget avec ça. C'est pas le fun, là. Fait que... Ouais, fait qu'en tout cas, il va y avoir... en tout cas, je vous conseille de commencer tout de suite. Allez, cette fin de semaine-là, vous avez une couple de marchés à faire. Puis l'autre week-end d'après, le 16-17, il y a aussi d'autres marchés intéressants. Mais il y en a aussi, mais j'en ai trouvé un peu moins que j'avais envie de vous parler. Il y a le 16-17, il y a le Montreal Maker Market qui font souvent des marchés qui sont vraiment cool. Je vais aussi faire partie de cette édition-là. Fait que si vous voulez me voir, ça va être là. Puis, ce marché-là, ils font une édition Naughty Edition. Donc, c'est une édition... pour adultes? Cochon Noël. Ouais, mais en fait, ça va être juste à partir du 17h le samedi. Où là, c'est bien ça! Fait que tu sais, si tu peux quand même venir avec tes enfants, si tu viens de jour, ça va être familial. Okay. Puis le samedi, à partir, c'est ça, de 17h à 21h,
1h, fait que ça finit quand même tard. Il va y avoir des danseurs burlesques. Oh! Il va y avoir de l'alcool, il va y avoir de la danse. Fait que ça va être vraiment party. Ça va être excitant. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aussi que j'ai vu dans les artistes invités qui faisaient des trucs un peu kinky. Fait que Je demande pour une amie, c'est situé où, ça, exactement? c'est dans genre Rosemont-Myland, là, Ah, OK, dans dans ce coin-là. ces C'est bon, eaux-là. parfait. Là. Juste C'est pour, ça. pour une amie, je demande ça. Ouais, fait que ça va être vraiment un cool marché. Puis c'est dans un gros sol d'église, je pense que c'est le marché que je vous parle là, où il y a le plus d'artisans. Là. Il y a au moins une quarantaine d'artisans, je pense. Là. Fait que c'est quand même gros, là, tu sais. C'est pas un salon des métiers d'art, mais C'est ça se rapproche d'un plus pop, mettons, là, qui sont plus populaires. Ouais, là. Plus pop qu'un des premiers. Oui, là. un bon classique aussi que je vous Ouais. conseille, là, qui mérite un peu moins de pub, mais... Est-ce que c'est moi où il y a vraiment beaucoup de marchés à Montréal, mais il n'y en a pas tant dans les régions? Oui, vraiment. Il y en a, Mais il y en a de plus en plus, mais Mhm. là, il y en avait beaucoup qui étaient comme en fin de semaine ou l'autre d'avant, tu sais. Mhm. Fait que là, les trucs plus dernière minute, je trouvais plus des trucs à Montréal, mais Ouais. il y en avait des trucs aussi intéressants. Mais là, je vais être là pour vous tenir au jus. Des marchés cool au cours de l'année. Shout-out au marché Bello qui fait le plus cool marché à Drummondville, mais il y en avait un vraiment cool aussi à Mont-Tremblant. Fait qu'en tout cas, je vous oublie pas les geekettes de région. C'est bon. Je vais continuer à trouver Merci. des trucs. Ouais, c'est ça. Puis en fait, il y avait aussi des petits... dans le même ordre d'idée de nouvelles, j'ai pensé à des petits artistes geeks aussi que j'avais envie de vous présenter. Des artistes que je trouvais qui fitaient justement dans cet univers-là, qui peut-être peut vous intéresser pour acheter justement un petit cadeau, une petite pensée à votre ami geek préféré. Donc, mon premier artiste, c'est Yas Petit Poulet. Elias, donc c'est un artiste non-binaire, artiste visuel qui se donne beaucoup dans tout ce qui est qui est chimie et science. Donc, il y a même des pins qui font genre tableau périodique. Il y a des systèmes solaires, beaucoup des collants, des épingles. Fait que c'est des cadeaux qui sont quand même relativement accessibles. C'est un artiste qui est vraiment cool, c'est vraiment coloré. Donc, j'adore, je vous conseille. Yas Petit Poulet pour vos amis accros à la science. J'ai aussi Skywalk Art, qui est aussi pas mal dans le domaine des sciences, qui fait aussi des trucs de science, mais aussi geek, qui travaille avec des vinyles surcyclés. Donc, il recycle des vinyles pour en faire juste de l'art mural ou pour faire des genres de petites étagères. Là, j'ai vu des Kirby dans ses motifs, des Pikachu. Il s'inspire beaucoup des motifs de microbes, de micro-organismes. C'est vraiment coloré. Puis je trouvais que ça fitait vraiment dans cette thématique-là. Ouais. Donc, geek, mais aussi jeux vidéo, sciences. Donc, cet artiste-là, c'est Skywalk Art, donc SCI Walk Art. Puis un autre artiste que j'avais envie de vous parler, c'est un artiste qui a l'atelier Miyaki. Donc, c'est un artiste qui, lui, travaille sur le bois. C'est de la gravure artisanale sur bois, puis il offre différents items. C'est tout sur du bois pâle. Puis c'est juste gravé, là, tu sais, avec un petit crayon comme un crayon noir. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment fin, les dessins, c'est super... c'est vraiment net. Puis c'est tout des trucs de manga. Donc, il y a du One Piece, Naruto, des studios Ghibli, des Pokémon, mais aussi des petits motifs traditionnels, japonais, des petites vagues, des trucs comme ça. Puis il y a tout ça dans tous des articles en bois, donc des cahiers de notes, des sous-verts. Puis mon truc préféré, c'est des petits boîtes bento. Il fait des petites boîtes bento. Oh! C'est vraiment trop chou. Fait que allez voir ça. Atelier Miyaki. Et la dernière artiste que j'avais envie de vous parler, moi j'ai une fille quand même, ça va être une fille. J'avais aussi des artistes non-binaires. Mais sinon, j'ai Audrey du Ronron Club, que j'adore beaucoup, qui est vraiment dans le style kawaii, manga. C'est vraiment choupidou ce qu'elle fait. On peut voir des petits Hello Kitty, des petites Kumori des fois. C'est toujours en rose, en pastel. Donc le Ronron Club, c'est adorable. C'est une de mes artistes préférés. Fait que allez voir ça pour vos amis geeks accro au truc puis kawaii. je vais mettre tous les liens des artistes Oui, je dans les ai toutes, nos show notes, comme on dit. Exact. Les Fait petites que, notes de l'épisode. Là, dans gênez-vous votre- pas, Ouais. là. Encouragez les artistes, puis faites des belles découvertes cette année pour Noël. Ah, hey, merci, c'était vraiment une belle Plaisir. liste. Là. Wow! Hey, merci, Chloé. Hey, de mon côté, moi, j'ai une petite suggestion pour mes nouvelles. Écoute, on est dans une ambiance cosy. On va peut-être continuer sur cette vibe-là. Là. J'aurais une suggestion de documentaire. Ça s'appelle, j'ai trouvé ça sur Amazon Prime. Je ne sais pas si tu le connais. Peut-être que oui, peut-être que non. Mr. Dress Up.
Non. Pas du tout. C'est ça que je me disais. Je me disais, Je sais pas Amazon Prime. Mais Mr. Dress Up, The Magic of Make Believe. Est-ce que tu connais l'Américain, là, attends, comment ça s'appelle déjà? Attends que je pense. Mr. Rogers. T'as-tu entendu parler du documentaire sur Mr. Rogers? Non. C'est un personnage jeunesse, en fait. Mr. Dress Up, c'est comme l'équivalent canadien de Mr. Rogers. OK. Ah, c'est le petit bonhomme brun? Non, c'est vraiment comme... C'est des missions en prise de vue réelle. Okay. Ils restent eux-mêmes. Mr. Rogers, il restait lui-même. Ouais. C'est drôle d'expliquer ça. C'est quand même assez connu là, pour une certaine génération, dont la mienne. Du côté des Américains, ils avaient Mr. Rogers, et nous, les Canadiens, on avait Mr. Dress Up en anglais. Alors, c'est un monsieur qui était super simple, qui faisait une émission jeunesse à Radio-Canada CBC en anglais. Et puis, ça a eu lieu pendant 30 ans. Une trentaine d'années, vraiment, des années 60 aux années fin 90. Là. Quand même. Oui, ça a duré super longtemps. Ça raconte l'histoire de cette émission-là, comment ça a débuté. Tu vois aussi qu'il y a des liens entre Mr. Rogers et Mr. Dress Up. Puis moi, évidemment, j'ai connu cette émission-là. Pas Mr. Dress Up personnellement, là, malheureusement, mais ça m'a beaucoup influencé parce que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il dessinait beaucoup dans son émission. Tu le voyais souvent dessiner, puis il était super talentueux. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de talent au dessin, dans la création. Il faisait beaucoup de bricolage dans son émission. C'était un genre de mouvement. C'était plus lent. Le rythme. C'était pas comme aujourd'hui où est-ce que tout est plus rapide. C'était vraiment une émission lente où est-ce qu'il te parlait, puis qu'il restait vraiment lui-même. Il était en personnage, mais pas tant. C'était vraiment plus lui-même. Puis il s'habillait aussi. Il y avait un gros coffre où est-ce qu'il ouvrait, puis tu savais jamais quel costume qui allait sortir de son coffre. Donc, Mr. Dress Up, il se costumait beaucoup. Donc, j'ai écouté ça. Écoute, c'est un documentaire super touchant. Évidemment, si tu l'as connu... ça va te toucher encore plus. Ouais. C'est super émouvant. Il y a quelque chose d'un petit peu nostalgique. Ça vient chercher la fibre nostalgique. Et puis aussi, si tu ne connais pas Mr. Dress Up comme c'est toi, oui, bien là, ça donne envie. Bien, je le conseillerais. C'est quand même un petit peu tristounet à certains moments parce que ça n'a pas toujours... Ah, bon, tu vas encore rien. Tu vas plus aimer ça encore. Mais moi, ça m'a beaucoup touchée. Puis j'ai trouvé ça super inspirant aussi. Puis je me suis dit, mais comment c'est ça qu'on a plus des émissions comme ça de nos jours? Il y en a quand même des genres de héritiers de Mr. Dress Up. On dirait que ça me fait penser à l'homme qui faisait l'Évangile en papier. Le genre d'homme très doux. Exactement. Puis, vraiment, vraiment slow. Oui, l'éveillé. Quelque chose comme... oui, en tout cas. Oui, lui, monsieur... Je pense que c'est Claude Léveillé. Je pense que tu as raison. Ouais. Dites-nous-le à la maison. Oui. Sinon, mais oui, c'est un peu le même genre. Tu sais, un rythme plus lent d'émission où est-ce que se passe pas grand-chose puis c'est correct. C'est vrai que c'est cool, ce genre. Ça me fait... Là, on dirait que ça me fait penser aussi à Art Attack. Je connais pas ça. Ça, c'était un truc... Plus, c'était aussi un truc d'enfant. Puis c'était genre... Canal qui faisait Famille? Oui, ça jouait à Radio-Can, genre le matin, là, tu sais. Puis il faisait il faisait de l'art, là. Ouais. Il faisait des grosses... ouais. Il faisait vraiment bricolage, là. Moi, ça me donnait plein d'inspiration. Mais c'est ça, c'est fou. Quand on se met à penser à ces émissions-là, on se rend compte qu'en tant que personne créative, ça a beaucoup... ça a influencé comme un peu notre vie, veux pas. Ouais. Puis c'est comme, il y a comme quelque chose qui reste vraiment... ça stimule à faire des DIY après, à faire des projets, puis à faire comme, OK, je vais sortir mes papiers, mes crayons, puis avant Pinterest. Oui, vraiment, tu sais. Ouais. Ben voilà, je vous recommande ça. C'est sur Amazon Prime, Mr. Dress Up, The Magic of Make Believe. J'adore. La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Alors aujourd'hui, Chloé, tu vas nous faire une première chronique sur Niki de Saint-Phal. Yeah! Donc, exact. Comme j'ai dit au début, full disclaimer, je suis pas historienne, donc... c'est bien correct. C'est vraiment... c'est ça, c'est vraiment juste du fond du cœur. J'avais envie de vous parler de Niki, fait que
Voilà, je me lance. Donc, Nikki est née le 29 octobre 1930, ce qui fait d'elle un scorpion, ascendant scorpion. Elle était full... Oh, quand même. Elle était deep. Puis, elle est née aussi avec le cordon 2 fois autour du cou. Oh, fait mon que, quand même, à cette époque-là, elle voulait vivre. Oui. Née à Nieully-sur-Seine, en France, est nommée Catherine Marie-Agnès Valve de Saint-Phal, de parents hyper conflictuels. Donc, son père, un Français qui trompe sa mère, qui est une Anglaise un peu stock-up. Nikki, elle va dire plus tard qu'elle sentait les larmes de sa mère quand elle était dans le ventre de sa mère. Fait qu'elle sentait déjà la douleur de ses parents qui allaient pas bien ensemble. Mais bon, comme l'époque, ses parents sont restés ensemble. Malgré tout. Exactement, jusqu'à la fin. Puis Nikki, elle va toujours... elle va se promener beaucoup entre la France, puis entre les États-Unis, New York, Connecticut, où il y a plus la famille de sa mère. Puis le fait de vivre à New York, ça a vraiment tout éveillé son côté social, le fait de voir beaucoup les femmes travailler. Déjà, elle est consciente, tu sais, qu'elle est riche, elle est dans une famille qui est très aisée. Puis en même temps, c'est le crash boursier, fait que sa famille est en train de perdre un peu tout. Fait qu'elle réalise quand même assez jeune elle dit la prison d'or dans laquelle elle vit, elle va utiliser ce terme-là. Fait qu'elle est vraiment consciente de ses privilèges, puis ça va paraître là, plus tard dans son art. Déjà, on va le revoir dans les nanas qu'elle va faire plus tard. Puis c'est ça, c'est là un petit trigger warning triste de la vie de Nikki. Vers 11 ans, elle vit de l'inceste de la part de son père. Donc, ça aussi, elle n'en parlera jamais dans sa vie. En fait, ça va sortir dans son... elle va sortir une autobiographie, alors qu'elle est âgée de 64 ans. Sa biographie s'appelle Son secret, puis c'est la première fois qu'elle en parle. Wow. Donc, avant ça, elle n'en a jamais parlé, même si ça fait du sens dans ses œuvres, dans les premières œuvres qu'elle a faites. C'est vraiment... difficile à cacher si tu fais quelque chose de personnel aussi. Oui, exactement. Puis cet été-là aussi, où elle vit ces agressions-là, elle aperçoit aussi des serpents dans la forêt, genre dans la cour où elle habitait. Puis ça va vraiment la marquer, ces serpents-là. Puis cet été-là aussi, elle a comme un cousin, je pense, ou son frère, je me souviens pas, qui avait mis un serpent mort dans son lit. Fait qu'en tout cas, c'est comme toutes des symboliques qui vont revenir beaucoup dans son art. Là. C'est là des serpents là, qui vont tourner autour de ces sujets-là qui sont pas cool. Là. Ouais, pas facile. Oui, exactement. Fait que c'est pas mal ça qui va teinter la vie de Nikki, mais ça reste une fille qui a vraiment du caractère, là, genre, elle sait où elle s'en va, puis elle sait ce qu'elle veut, puis elle a beaucoup d'énergie. Puis à ce moment-là, elle était pas non plus artiste, contrairement à beaucoup d'artistes qui peignaient déjà ou qui étaient déjà un peu artistes, pas du tout. C'était juste vraiment une femme qui avait envie d'être libre puis libérée selon son époque. Puis à 18 ans, elle se marie au poète Harry Matthew, en cachette de ses parents pour éviter un mariage religieux. Fait qu'elle était quand même un peu rebelle. Oh, quand même, hein? Ouais, pour... Fait que, c'est ça. Elle voulait être émancipée, en fait. Tu sais, je pense qu'elle voulait une espèce de liberté. Fait qu'elle retrouve ça dans le mariage. Puis elle a vite sa première fille en 1951. Laura, sa première fille. Puis elle retourne en France, habite en France avec Matthew. Puis là, vraiment, elle commence à vivre avec Matthew, avec Harry. Désolée, je me suis trompée. C'est Harry Matthew, le nom de son mari. Ah, c'est mêlant, là. Franchement, trouve pas un autre mélangé. nom, là. Exact. Donc, en tout cas, elle retourne vivre en France, à Paris, avec Harry, avec Lara, son enfant. Puis là, elle découvre un peu plus toute la vie artistique. Elle a un peu plus d'activités mondaines, tout ça. Exact. Elle commence à peindre un peu par elle-même. Mais c'est assez... Au début, c'est peu, là. C'est pas beaucoup. Puis, éventuellement, à 23 ans, qui est vraiment jeune, ah, quand même. elle fait sa première dépression nerveuse.
Fait que elle commence à avoir full de pensées intrusives, puis genre, elle est vraiment pas bien. Son mari, il trouve qu'elle cache, genre, des couteaux en dessous de son lit, genre. Fait qu'en tout cas, il est OK, Wow. fille, va-t'en à l'asile. Fait qu'il l'envoie à l'asile, comme, ben, Parce qu'à l'époque, oui, c'était c'est ce qu'on faisait, là. Juste Oui. le mettre en contexte. Oui, on est en 1953. C'était une autre époque. Rappelons-nous Alice Exact. Robbie et tout ça, là. t'sais. Ouais. Fait qu'elle se fait envoyer là, puis tu sais, là-bas, elle se fait dire qu'elle va être là, genre, toute sa vie. Tu sais, elle pense que c'est la fin, puis finalement, ils font 10 électrochocs, ce qui doit être Ouch, complètement épouvantable. horrible. Puis elle se met à peindre là-bas, genre, puis elle peint tellement qu'au bout de 6 mois, ils la font sortir. Elle se sent complètement bien. Puis là, elle se met à prendre des cours de peinture, puis finalement, elle n'aime pas son prof, elle est comme, too bad. Elle se remet à peindre toute seule. Puis là, ça lui fait vraiment du bien. Puis là, elle tombe enceinte de son deuxième bébé, Philippe. Puis là, c'est quand même tough parce que Philippe, il a des problèmes de hypoglycémie. Puis Nikki aussi, elle commence à avoir de plus en plus de problèmes de santé. Elle fait de la tachycardie. Elle a des problèmes de glandes thyroïdes. Fait que c'est quand même encore vraiment tough. Son mari la trompe. C'est ça. Pas facile, ça là. redevient pas évident. Ouais. Puis, entre ça aussi, elle rencontre Jean Tinguely, qui va vraiment marquer sa vie, qui est un artiste visuel à ce moment-là. Elle rencontre de plus en plus d'artistes. Puis, elle finit par prendre la décision de quitter carrément comme sa vie. Elle quitte la France avec Jean Tinguely. Puis là, elle se met à créer complètement. Est-ce qu'elle a emmené ses enfants avec elle? Ou elle Non, les c'est ça. a vraiment Ouais. comme... elle s'est sauvée, là, Ouais. dans le sens... Mais je pense comment que dire? elle s'est sauvée, mais elle s'est sauvée elle-même. Tu sais, elle s'est pas sauvée pour fuir ses enfants, mais pour se sauver. Elle a quand même gardé une bonne relation avec sa fille, puis je pense son garçon toute sa OK. vie quand même. Tu sais, je pense OK. qu'elle restait quand même proche, mais elle avait juste vraiment besoin de se laisser aller. Puis là, tout d'un coup, elle se retrouve dans cette espèce de... une espèce de place où il y a plein d'artistes qui vivent. Tu sais, c'est un peu comme... C'est vraiment c'est ce mode de vie d'artiste. Puis là, elle rencontre Jean Tinguely qui l'inspire tellement parce qu'il est complètement... à l'inverse de tout ce qui est la bourgeoiserie. Puis elle était jeune aussi, là, tu sais. Ouais. Tu sais, comme, je sais pas quel âge qu'elle est rendue à ce moment-là, mais elle devait pas être très vieille, là. Non. Pas la trentaine, certain, là. Non, Fait non, qu'à un moment donné, encore ça se avant peut la trentaine. Ça se Ouais. peut que t'aies envie de changer de vie aussi, là, Ouais. de changer d'idée ou... Ouais. Puis, tu sais, c'était vraiment une belle femme aussi, là. Je l'ai pas dit, mais elle a fait aussi plein de gigs de mannequinat, là. Elle a été elle a été featurée dans le Vogue. Good puis dans for le Elle. her! Ouais. Fait qu'elle était vraiment belle. Tu sais, elle avait... Elle se laissait pas marcher dessus, là. Elle avait vraiment beaucoup de elle se laissait pas... Ouais, vraiment, hein? Elle était courageuse. Ouais, elle était vraiment. Puis vous allez voir là, fonceuse. encore plein d'autres trucs qu'elle a fait. Là, je suis genre... Ce Elle avait n'est que vraiment le du front, début. là. Ouais. Puis tu sais, juste justement, de prendre la décision de laisser tes enfants, puis faire comme, OK, je vais aller travailler, puis je vais aller faire ça. Puis c'est ça... être en amour avec tout ce qui est brutal, tout ce qui est... ce qui l'a fait tomber en amour avec Jean, c'est que tout ce qu'il fait, c'est métallique, c'est pointu, c'est croche. Puis elle est tout le temps dans la douceur, dans la rondeur, dans la féminité. Fait qu'elle trouve que c'est genre Les ils sont un extrêmes. parfait duo, c'est ça, qui vont ensemble. Puis elle va avoir... Les premières œuvres qu'elle va créer, c'est les tirs que j'avais parlé un peu la dernière fois, que j'étais venue, donc, où elle va remplir plein de contenants de peinture, puis elle va prendre une carabine, puis elle va tirer sur ces contenants-là qui vont faire exploser plein de peinture. Puis elle fait intervenir les gens. C'est aussi dans les premières œuvres qui sont très interactives. C'est très nouveau aussi à cette époque-là, dans l'art, d'avoir des œuvres qui sont plus contemporaines. Il y a le brutalisme, ce genre de mouvements-là qui sont là, puis elle se démarque là-dedans en faisant cette œuvre-là. Puis après ça, par la suite, elle va faire les nanas, qui viennent un peu plus apaiser la douleur des tirs. C'est vraiment plus dans la joie, elle célèbre la femme, elle célèbre tout ça. Puis aussi, c'est une des non, c'est clairement pas une des premières artistes, mais pour une femme blanche de cette époque-là, elle a fait des grandes nanas noires, elle a fait beaucoup de femmes racisées. Pour elle, c'est important de montrer ça. Fait que je trouvais ça vraiment cool de savoir que déjà, elle voyait cette importance-là. Ouais, puis de que, la diversité. exactement, puis elle voulait célébrer ces grandes femmes-là qu'elle voyait dans les rues de New York avec leurs gros cabas sur les épaules. C'était ça qu'elle représentait quand elle faisait ces grandes nanas-là, toutes les femmes, les mères, les grands-mères qui élevaient les familles à cette époque-là. Fait
Fait que, ouais, Les femmes invisibles aussi, là. Ouais, C'est ouais, des- exactement. des- Là, elle leur donne la place, tu sais, qu'ils ont jamais eu, tu sais. Puis là, ils brillent, puis ils sont, genre, c'est ça, complètement pleines de couleurs. Fait qu'on avance un petit peu dans le temps. On va aller en 1967. 1967, Ouais, c'est l'année... de l'Expo. C'est l'année de l'Expo, oui! Parce que, turns out que Niki Saint-Phal a fait partie de l'Expo universelle de 67. Donc, au début, il n'y avait rien qui se passait dans le pavillon de la France. Ouais. Puis c'est Niki elle-même qui a été au gouvernement français, puis elle a fait genre, il faut faire de quoi d'incroyable, c'est important, genre, engagez-moi. Puis ça a été comme vraiment long avant qu'il accepte le contrat, puis elle a eu 6 semaines pour créer une exposition avec Jean Tinguely. Ils l'ont fait ensemble. Donc, ils ont créé 9 gentils monstres. Donc, elle a créé des nanas fleurs, des espèces de grandes créatures de nanas qui étaient de 10 à 20 pieds de haut. Puis Jean Tinguely, lui, il a créé des machines, des 6 machines robots qui venaient agresser les sculptures de Niki. Donc, elle représentait vraiment comme tout ce qui était La douceur, les femmes, la douceur dans plein de situations différentes. Puis lui, il venait représenter, ben là... L'agressivité. Exactement. Puis, ben ça a été très controversé comme exposition, évidemment, mais je trouvais ça vraiment hot qu'elle ait fait ça. Puis, c'est sûr, on peut aller voir dans les drôle, liens... parce qu'on dirait que c'est comme rien de nouveau. On vous apprend rien, Oui. là. Non, c'est ça. Comme, tu sais, on veut pas, tu sais, c'est sûr, ça peut être comme très noir et blanc, là, comme réflexion, là. Ben, tu sais, après ça, quand tu regardais vraiment les œuvres, il y avait plein de nuances, mais tu sais, là, on veut décrire rapidement, c'était ça. Un fondement de vrai là-dedans. Oui, 100%, tu sais. Fait que, ouais, exactement. Puis, là, elle va continuer tranquillement dans sa vie. Elle va créer plein d'autres œuvres vraiment cool. Une autre œuvre que j'avais envie de parler qu'elle a faite, en 1972, elle a créé le Golem, qui est une immense sculpture, parce pour elle, c'était vraiment important de créer des œuvres qui étaient accessibles aussi puis qui étaient gratuites. Elle voulait pas être dans cool. des galeries privées, exactement. Ça l'intéressait pas. Elle voulait des choses que les gens y avaient accès. Des musées, veux pas, faut que tu payes un coup d'entrée dans des musées. Exact. Elle, ce qui l'intéressait le plus, c'était créer des affaires qui étaient accessibles. Puis le Golem a été créé à Jérusalem, une immense, immense sculpture où les enfants pouvaient jouer dedans. C'est comme un grand monstre blanc, puis il y avait la bouche ouverte, puis il y a 3 immenses langues qui sortent de sa bouche, puis chacune des langues, c'est des glissades pour enfants. Fait que, tu sais, c'est grand pour que la langue, c'est une glissade, là. Ouais. Fait que c'est immense. Puis, en fait, elle a fait ça... OK, on parle ici, c'est en 1972, là. Elle a fait ça pour que ce golem-là, c'était aussi un véritable bunker pour résister au bombardement. En 1972, là, à Jérusalem, là, OK? C'est fou, là. Est-ce qu'on ferait ça, nous autres, un bunker à Jérusalem? Puis là, il a été restauré en 2022. Je me demande vraiment de quoi il a l'air aujourd'hui. J'ai vu ça, mais en tout cas, c'est ça. En tout cas, je trouvais ça beau. C'est quand même une belle œuvre, plein d'espoir. Fait que c'est ça. Puis toute sa vie aussi, elle va vraiment souffrir encore plus de douleurs. Inflammation pulmonaire, elle a encore plein elle va vivre de l'emphysème pulmonaire, c'est ça, elle a beaucoup de difficultés avec sa santé, mais toute sa vie, elle va se battre. Elle va essayer elle travaille constamment, elle essaye de juste tout le temps se motivée à dessiner puis à créer des œuvres qui la stimulent. Est-ce qu'on sait son emphysème, c'est-tu à cause des produits qu'elle utilisait ou la cigarette, des fois, à l'époque? Non, je pense pas qu'elle fumait. Je sais pas pourquoi elle a commencé à être malade, mais elle a commencé à être malade très jeune. Fait que, je pense qu'elle a suivi c'est comme quelque chose un peu qu'elle tout avait. le temps. Ouais, c'est ça, des Philippe, je pense. Quelque chose de chronique, là. Ouais, elle avait c'est ça, des douleurs, j'ai aucune idée. Je peux pas donner plus de détails que ça. Ouais. C'est ça. Puis elle est devenue aussi vraiment plus spirituelle au fil des années, autant que quand elle était jeune, elle a complètement retourné la religion. Elle s'est retournée de ça. Plus tard, elle a reconnecté avec la spiritualité. Puis en 1979, elle a commencé un projet qui va être le plus gros projet de sa vie, qui est le Jardin des Tarots, à Jaravicho. Jaravicho. Je te crois. Je sais pas, donc je te crois. En Italie.
Donc, c'est un immense terrain qu'elle va avoir accès, puis elle va construire, en fait, toutes les cartes du tarot, les cartes majeures. Donc, on va avoir des grandes sculptures. Puis c'est tellement immense qu'en fait, en 1983, elle va habiter carrément dans l'Impératrice, là. Elle vit dedans, là. Wow! Fait que chacune des sculptures, puis c'est encore tout accessible. là. Ah Fait que si un ouais, jour vous wow. allez en Italie, vous pouvez aller visiter le Jardin des Tarots. C'est incroyable. Ça, elle a fait ça Ouais. toute sa vie. Elle a travaillé là-dessus, puis elle a rencontré un de ses amis, un de ses meilleurs amis qui était un charpentier jardinier qui l'aidait là-dedans. En fait, elle a toujours eu plein de gens autour d'elle, plein d'hommes qui l'aidaient dans ses projets. Fait qu'elle savait comment bien s'entourer, puis trouver des bons bras, puis des gens vaillants. Puis cet homme-là, qui s'appelait Riccardo Menon, était vraiment inspiré, puis il était ouvertement gay. À cette époque-là, c'était quand même aussi quelque chose. Là, on est en 1986. Puis on est aussi pas mal au début de la... Oui, le sida. Exactement. J'ai comme pénurie dans la tête. La pandémie. Oui. Oui, c'est le C'était le début, donc Ouais, c'est la ça, crise. la crise. Oui, crise, ça serait mieux. Ouais. Ouais. C'était Bon, comment le virus est arrivé, donc c'est ça, on savait rien dessus. Donc, exactement. Les gens avaient très peur à l'époque. Ouais, là, vraiment. Puis elle a décidé d'écrire un livre pour son fils Philippe, qui à ce moment-là, lui, était jeune adulte. Puis elle a écrit un livre pour lui qui s'appelle AIDS. Puis dedans, elle vient vraiment... là, je l'ai avec moi, je lis ce livre-là. On est en train de l'ouvrir. Exactement. Donc, Fanny, elle peut le feuilleter pendant que je vous en parle. Les bruits de pages qui vont... Puis c'est juste tellement beau. C'est tout des dessins, on dirait vraiment des dessins enfantins à la Nikki. C'est très coloré. Puis elle va venir dire des trucs un peu genre you can catch it from a dog, from a flower, from a comb. Toutes les choses qui faisaient peur à ce moment-là. Les gens, ils savaient pas comment ça se rattrapait. Fait que c'était juste Puis que des gens, des fois on pense qu'on est éduqué, mais des fois, je pense que c'est des choses, c'est bon de répéter aussi. Là. Ouais. C'est pas tout le monde qui est au Vraiment. courant. Là. Genre l'importance de prendre un condom, l'importance d'en parler. Qu'est-ce que tu fais si tu l'as? Qu'est-ce que tu fais si tu rencontres quelqu'un? Puis on dirait un livre pour enfants, de la façon dont il est fait. Genre. Vraiment. C'est vraiment simple puis cute. Puis elle a réussi à faire ce livre-là, puis qui a été vendu en 70 000 exemplaires, ce qui est quand même vraiment incroyable. Ouais, vraiment. Ouais. Fait que ça fait encore partie des trucs que je trouvais encore c'est super incroyable. beau. C'est comme coloré un peu au crayon de couleur aussi. Ouais. Donc, ça fait un peu enfantin, comme tu dis, là, mais c'est super clair, c'est super efficace. Ouais, c'est comme bien avant les écrit. iPads. Fait qu'elle a clairement dessiné ça dans un cahier, Ouais. puis ça a été genre numérisé somehow, mais on voit les coups de crayon, on voit C'est vraiment super comme si beau. elle avait écrit ça dans un petit cahier, là, tu sais. Fait que, c'est vraiment touchant, vraiment mignon, puis malheureusement, son ami Ricardo va finir par décéder. Puis elle va créer des œuvres pour lui. Le chat, je pense que c'est Gatto en italien. Le chat, c'est Gatto, le Gatto Ricardo. On peut voir souvent un peu partout dans ses œuvres ce chat qui représente son ami qui est décédé. Fait que encore qui montre tout son amour, sa bienveillance, comment elle était capable. Belle sensibilité Ouais, aussi, elle mettait en lumière les personnes qui la touchaient. Fait que ça, je trouve ça vraiment remarquable aussi. Remarquable. C'est Ouais. super inspirant. J'aime tellement ça, ce que tu racontes. Puis, mais moi aussi, je capote dessus. Fait que... Puis elle va finir sa vie à 72 ans en Californie où elle respire mieux. Elle est entourée de ses enfants. Elle va avoir réussi à faire tellement de trucs qu'elle voulait dans sa vie, tellement accomplir de trucs vraiment inspirants. Elle va avoir créé plus de 35 000 œuvres, soit plus d'une œuvre par semaine dans sa vie. Incroyable. Ce qui est fou raide. Elle a donné la majorité de ses œuvres dans des musées partout autour d'elle. Elle a vraiment essayé de partager le plus possible de ses œuvres, tu sais. Puis c'est drôle... pour revenir un peu dans le temps aussi, pour être capable de financer le Jardin des Tarots, il fallait qu'elle soit capable de faire un peu plus d'argent. À un moment donné, elle se faisait beaucoup aider par des mécènes, là, des gens qui l'aidaient dans le temps pour avoir
pour financer ses projets. Puis à un moment donné, elle a sorti une ligne de parfum pour être capable de faire plus d'argent. Puis là, elle se trouvait vraiment drôle d'être une artiste pop, comme elle disait qu'elle était comme enfin un peu comme Andy Warhol à vendre son art, genre. Puis elle faisait ça un peu de façon sarcastique, mais en même temps, c'était pour financer un projet qui tenait à cœur, tu sais. Mais elle savait qu'on est plein de dualité dans la vie, puis que là, elle savait que ce projet-là, tu sais, il était un peu lucratif. C'était son projet commercial. Exactement, tu sais, fait qu'elle disait avec humour, tu sais, puis vraiment avec honnêteté, fait que je trouvais ça vraiment drôle. Ouais, c'est drôle. Elle était consciente de ce jour, c'est mon qu'elle projet. assumait à fond, genre, j'ai fait des petits parfums. Mais c'est le fun de l'entendre, parce que souvent, tu sais, tu suis des artistes, puis là, tu fais comme « Ah, ça, c'était son projet commercial qu'il a fait pour faire son petit projet qui lui tient à cœur. » C'est correct, tu sais, mais genre là, elle l'assume à fond, genre, fait que je trouvais ça hot. C'est vraiment toi, de le dire. Parce que souvent, des fois, les gens, ils veulent pas le dire, ou tu sais, c'est comme « Ah, mais... » Non, c'est bien. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, ben, à Montréal, la dernière fois, je vous avais dit que je pensais qu'il y avait une œuvre sur Sherbrooke. Mais l'œuvre n'est plus là. Elle a été retirée. Je pense qu'elle avait été là pour les genre 250 ans. Là, non. Elle était là pour une fête de Montréal. OK. Je sais pas c'était quelle fête. Ouais, c'est ça. Ouais, mais si vous allez, par exemple, dans la collection des arts décoratifs et design du Musée des Beaux-Arts, il y a une chaise de Niki de Saint-Phal, donc un fauteuil qui est fait en genre de papier mâché. En fait, c'est comme une nana, là, tu peux comme t'asseoir. Ben là, tu peux pas t'asseoir dedans. J'aimerais bien trop ça. Il y a de la sécurité qui va arriver si tu fais ça. Exactement. Des lumières qui vont flasher. Mais si vous allez au Musée des Beaux-Arts, en tout cas, la section des arts décoratifs, moi, c'est un bonbon. C'est une de mes sections préférées parce qu'il n'y a jamais personne. C'est le meilleur endroit pour aller avec vos enfants parce que c'est un musée où là, ils peuvent... Tu sais, moi, les fois où j'y étais, il n'y avait jamais personne. Fait que j'ai laissé mes enfants courir, se promener, regarder les choses. Poser des questions. J'aime beaucoup le Musée des Beaux-Arts pour ça, pour les petites salles qui sont vraiment moins visitées. Ça vaut la peine. C'est mon petit truc de Artsy Mom. Ben, je prends ton truc de Artsy Mom parce que c'est ça, moi, l'hiver s'en vient puis je me cherche des activités à l'intérieur qui sont pas toujours les mêmes. Fait que moi, le Musée des Beaux-Arts, cette section-là, je vais y aller. Fait que c'était ça, mon petit topo sur Niki. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des suggestions, s'il y a des affaires que j'ai dit que je me suis trompée. Ça va me faire plaisir si vous slidez dans mes DMs ou les DMs des geekettes. Vous pouvez slider dans les miens, c'est @uneraton. Puis c'est ça, ça va me faire plaisir. Si vous avez des suggestions aussi d'artistes, j'ai déjà ma petite liste d'autres artistes que j'ai envie de vous présenter. Mais gênez-vous pas pour m'en envoyer ou... c'est ça, tout ça, ça me nourrit complètement. Fait que j'ai déjà hâte de faire d'autres recherches pour vous parler d'autres artistes qui m'inspirent. Ben moi, j'ai déjà hâte d'écouter tout ça, mais c'est super. Ben, merci beaucoup, Chloé, pour ta chronique. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418-335-0804. Donc là, on va écouter Fanny qui va nous parler de Charlie Brown Christmas, un film de Noël, un grand classique. Ben oui, tout le monde connaît. On l'appelle au Québec le film de Noël de Charlie Brown. Si on dit ça, tout le monde va savoir c'est lequel. C'est celui qui passait à Télé-Québec, c'était à Radio-Québec dans mon temps. Les gens c'est un épisode nostalgique aujourd'hui au Geekette qui passe... Ciné-cadeau. Ouais, Ciné-cadeau. Ouais, Ciné-cadeau, exactement. Ding, ding, ding. Ben, puis, je pense qu'il passe... Pas sûr qu'il va passer cette année. On va en reparler. OK. Mais bon, oui, alors c'est un film. Sais-tu, premièrement, Chloé, est-ce que tu sais quand est-ce que ce film-là a été créé? En quelle année? Oh my God. Sûrement, il y a très longtemps. Ça doit être 30, 40? Pas si loin que ça, mais oui, il y a très longtemps. Je te pose la question, c'est pas une attrape. C'est parce que moi, je l'ai réécouté cette semaine avec mon copain et mon petit bonhomme. Puis là, moi, j'étais comme, c'est vieux ce film-là. Puis mon copain disait, c'est sûrement dans les années 80. J'étais comme, non, c'est pas les années 80. Ben, il y a plusieurs films d'animation comme ça de notre enfance qu'on pense que c'est dans les années de 80 ou 90 ou quand on était enfant. Mais non, c'est des films que ça fait longtemps qu'ils existent. Donc, la réponse est 1965. Ah ouais, c'est ça.
tantôt, j'étais bien trop loin, mais c'est genre début, c'est comme Walt Disney, des premiers Walt Disney. Oui, parmi les premiers films, les premiers films d'animation, on va dans le début quasiment les 20-30. Ah, OK. Vraiment, là, mais ça, c'est très de base, là, comme c'était pas de couleur, c'était très la base, le début. Puis c'est ça, je vais te raconter ça. Donc, la première a lieu sur CBS le 9 décembre 1965. Ça a été réalisé, le réalisateur et animateur principal, c'est Bill Melendez, c'est un Mexicain. C'est lui. Fun fact, je vais avoir plein de petits fun facts comme ça tout le long de la chronique. Yes. Je sais pas si tu te souviens de la voix de Snoopy puis de Woodstock dans Charlie Brown. On dirait que de Woodstock, oui, mais de Snoopy, je sais pas. Mais c'est... Ouais, c'est ça. C'était lui qui faisait leur voix. Wow! Ouais. Donc, voilà. Moi, je trouvais que c'était quand même intéressant. Vraiment. Puis aussi, cette voix-là a aussi été utilisée dans le plus récent film des Peanuts, qui est comme... Ah oui. comment qu'on appelle Charlie Brown aussi. Ouais, là. Il y a plusieurs appellations, là. Parce que, pour petite histoire, si vous connaissez pas Charlie Brown, c'est un comic strip américain, à la base, qui s'appelait Peanuts. Faut quand même... faut le dire, parce que des fois, on pense... C'est pour ça que ça vient dans le fond de Peanuts, parce que c'est comme son surnom. Tu sais. C'est le nom du comic strip dans les années 50 que Charles Schulz, je sais jamais comment dire son nom. Schulz, merci. Ça peut pas être pire que mes prononciations de non-mots italiens. C'est ça, il a commencé ça dans les années 50, les petits comic strips qu'il y avait dans les journaux qui étaient syndiqués à l'époque, donc ça passait partout du côté américain. Et puis par la suite, ça a été vendu internationalement. C'est pour ça qu'on en avait dans mon temps, dans la presse. Là. Donc, c'est comme ça, un peu comme Garfield aussi, qui est un petit peu plus récent, par contre. Peanuts, c'était vraiment comme parmi les premiers. Là. Donc, c'est ça, mais c'était super intéressant parce que, bon, je vais vous raconter un peu pourquoi c'est arrivé ce spécial-là. À la base, ça a été une commande... en fait, c'est une commande? Non, c'était pas une commande, c'était le projet, justement, le producteur qui s'appelait Lee Mendelsohn. C'est un producteur américain. Il connaissait Charles Schulz, justement. Et puis, il avait fait comme un genre de petit projet. Il a fait un documentaire. Ils se connaissaient, ils se parlaient. Là, il voyait qu'il y avait un commun intérêt. Puis là, le producteur, il a dit « Ah, ça serait le fun si on fait un pitch, justement, pour faire un spécial, un dessin animé de tes personnages, des Peanuts. » Puis là, à ce moment-là, ils ont été pitchés à CBS, qui était la chaîne de télévision. Puis là, ils ont fait ça pendant à peu près... ils ont fait un pitch assez rapide, tout ça. Charles Schulz était assez créatif quand même. Il a pu faire un pitch assez rapide. Il a pu dessiner des esquisses rapidement. Donc, c'était quand même le créatif là-dedans. Par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait le pitch, mais là, eux, ils n'avaient pas d'argent. Alors, CBS n'avait pas d'argent. Donc, ils ont été chercher un commanditaire qui était nul autre que Coca-Cola. Ouh! Et puis là, le diffuseur, CBS, voulait que ce soit une émission d'une durée de 1 heure. OK. Quand même pas mal comme commande, parce qu'ils avaient à peu près 6 mois pour le faire. Parce qu'ils ont pitché à peu près au mois de juillet. Okay. Donc, il restait à peu près 6 mois, peut-être un petit peu moins, pour faire un film d'animation d'une heure dans les années 60. Là. Donc, le producteur a fait « Non, on va vous faire un 25 minutes. » Ils ont accepté. Alors, vite, on va aller chercher justement le réalisateur Lee Mendelsohn pour aller faire justement compléter, pour réaliser le film et tout. C'est un gars qui avait Lee Mendelsohn, j'ai dit Lee Mendelsohn, je me suis trompée, parce qu'ils ont tous des noms de famille en M. Bill Melendez, il avait déjà eu de l'expérience chez Disney, il avait eu de l'expérience chez quelqu'un d'autre que je n'ai pas ici, mais c'est pas grave, entre autres chez Disney. Puis, il était très bon. Donc, ils ont été le chercher à ce moment-là. Puis, c'est ainsi qu'ils ont commencé à travailler sur ce film d'animation-là. Je vais vous dire, fun fact. Oh yeah! La raison... Je ne sais pas si tu te rappelles des pierres à feu, des Flintstones. Oui. Tu te rappelles-tu qu'il y avait des voix qui riaient? Des voix qui riaient? Oui, il y avait comme en background? En background, tu sais, quand il y avait des jokes. Comme des rires en canne, là? Oui, des rires en canne, mais tu sais, justement, dans les sitcoms américaines, il y avait beaucoup ça, mais il y avait ça dans les pierres à feu aussi. Puis justement, les gens, ils voulaient que... les gens de CBS disaient « ça serait bien qu'il y ait des voix en canne, pour rire, tout ça. » Comme dans la classe. Oui, mais il n'y en a pas
dans le film de Charlie Brown parce que, justement, Charles Schultz, il trouvait que ça n'avait pas sa place là, que les gens étaient assez intelligents pour comprendre quand ils devaient rire. Ah, il avait compris que c'était cringe. Ouais, qui était vraiment à l'avance sur son Mais moi, j'aime époque. les petites voix dans les Charlie Brown. C'est quand il y a la prof, elle parle. Oui. Ça fait... Ah oui, c'est vraiment parfait, là. Ah oui, j'aime ça. Ça différencie vraiment les personnages, qui sont les enfants, qui sont les adultes. Tu sais, c'est comme, les adultes sont pas importants, tu sais. Ouais. C'est comme super mystérieux aussi. Ouais. Est-ce que tu as déjà écouté la bande sonore du... Oui, oui. Qui n'a c'est pas... ça, je disais au début, chaque année, on l'écoute, on l'envinyle, puis ça fait partie de nos traditions de Noël. C'est juste... C'est la meilleure bande sonore. Justement, Guiquette Constance disait que ça l'écoutait même au mois de juillet. Ce qui, moi aussi, peut m'arriver. Je t'avoue que quand on part automatiquement dans mon Apple Music, là, je la laisse aller. Je ferais pas ça avec tous les disques de Noël quand même. Là. Il y a eu le nombre de ventes de copies de ce disque-là. 5 millions aux États-Unis seulement. Je sais pas si c'est à jour, cette donnée-là. Par contre, j'ai l'impression que c'est plus maintenant. C'est sûr que c'est... Oui, parce que j'ai l'impression que ça doit être... Je sais pas si c'est comme le premier tirage ou... Mais bref, c'est comme... Mais c'est ça, c'est considéré... aussi, je vais te dire plein de fun facts sur la bande... Pas la bande-annonce, là, mais la soundtrack. Là, j'ai juste le terme en anglais. Oui. La bande sonore. La bande sonore, c'est ça. On s'aide. Oui. Je sais pas si tu te rappelles la fameuse tune Christmas Time is Here, c'est juste des enfants qui chantent. Mais ça, les paroles, là, ils ont été faites sur un petit bout de papier en 15 minutes parce que le producteur ne trouvait pas de parolier. Alors, il a fait « OK, je vais t'écrire ça, moi, ces paroles-là, vu que je trouve personne. » la petite tune de Noël. Oui, puis ça a été fait dans 15 minutes. Ce qui explique que c'est un peu simple comme parole, mais efficace. Mais ce qui est beau, c'est les voix des enfants. Je pense que je me souviens pas des paroles, mais c'est juste je l'entends, les petites voix, les petits bruits. En plus, sur vinyle, ça doit être beau, là, ça doit sonner super bien. C'est un album où t'entends la neige, là. Oui, vraiment. Sais-tu combien ils ont été payés, ces enfants-là? Combien? Des peanuts? Ben écoute, pas loin. À l'époque, c'était 5 dollars américains. Aujourd'hui, ça vaudrait à peu près 50 $. Wow. Ce qui est pas beaucoup, quand même. Un bon brunch. C'est ça. Avec des mimosas. Ça a l'air en plus que, tu sais, ils devaient rester super longtemps, les enfants, puis il y a des parents qui étaient fâchés. Aussi, j'ai lu aussi à un moment donné qu'il y avait une enseignante qui a fait partie de cette chorale-là, puis elle n'arrêtait pas de le dire à ses étudiants. J'ai fait partie de cette chorale-là, puis elle faisait jouer le disque dans sa classe. Petit fact amusant. Elle a brag toute sa vie. Ben oui, c'est ça. Ben il faut. Hein, là, t'as juste reçu 5 $. Il faut bien que ça sert à de quoi. Il a reçu... Il a été comme au Grammy Hall of Fame depuis 2007. Je sais pas exactement c'est quoi, mais je trouvais ça intéressant qu'il ait comme... Il a été ajouté aussi à la liste des culturellement, historiquement ou ayant eu une esthétique importante des sons américains dans la Library of Congress National Recording Registry. Pas sûr c'est quoi, mais ça a l'air important. Alors, je le mentionne, c'est comme un album de musique importante aux États-Unis et sans doute partout, internationalement dans le monde. C'est une bonne virgule. Quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que quand ça a été... Ils ont vu le film, une fois qu'ils ont... Parce qu'ils ont fait ça en animation traditionnelle. Alors, je veux juste rappeler aux gens, c'est quoi de l'animation traditionnelle? Oui. C'est vraiment des dessins à la main, que tu fais tous tes intervalles. C'est fou. C'était à la télé, donc actuellement au cinéma, il y avait 24 images secondes. À la télé, je pense que c'est 17, je suis sûre, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup de dessins qu'il faut que tu fasses. Eux autres, ils faisaient crayonner, ils ancraient, plus la couleur, sur du papier vellum, là, vraiment d'animation. Et ils avaient 6 mois, j'aimerais le rappeler, pour faire un dessin animé de 22 minutes. C'est chaud. C'est extrêmement long, faire 1 minute d'animation. Donc, il y avait une très bonne équipe, super efficace. Quand ils ont vu le produit fini, le réalisateur, le producteur, ils étaient sûrs que ça allait être un flop, que personne n'allait aimer ça. Il y a juste un animateur qui a dit, en tout cas, d'après l'histoire, que « Hey, c'est pas pire, non, je pense qu'il y a un potentiel. » Ben, voyons donc.
il savait Il pas. était Il comme- voyait il était pas qu'il y avait trop une perle entre les mains. C'est là. ça. Tu sais, quand t'es trop devant ce que tu fais, il voyait plus rien. Il était comme ça va être un flop. Ah. Puis là, ils ont fait un genre de rencontre avec un chroniqueur connu de l'époque, là, un genre de critique, que lui a donné une bonne critique, alors ça leur a donné un peu d'espoir. Que peut-être que c'est pas si pire finalement. Finalement, il y a tellement eu de bonnes critiques positives là, qui ont fait préparer une publicité dans les journaux pour mousser un peu ce spécial-là. Ça a gagné un Emmy Award for Outstanding Children's Program en 1966. Ça a eu un immense succès, évidemment, par la suite. C'est la preuve qu'il y a des fois des affaires qu'on on sait On pas. pense que on c'est sait poche, ça. mais non, Exact. c'est bon. Fait qu'il faut Ouais. le faire, Faut croire en écouter. soi. Faut croire en soi, faut le faire montrer à nos amis Oui. autres que nous aussi. Donc, ouais. Écoute, en ce moment, comment ça qu'il n'est pas disponible nulle part, ce film-là? Parce Ouais, que c'est si ça. tu le là. cherches, Il est là, pas à ciné cadeau, là, tu penses? comment? Tu penses qu'on l'aura pas à ciné cadeau cette année? Je sais pas. Parce qu'en ce moment, Apple TV, ils ont des exclusivités avec tout ce qui est Oh! Peanuts. Puis ça cause beaucoup de controverses. C'est ça, c'est clair. Mhm. Fait que c'est pour ça que je suis pas sûre Le là, s'il va monopole jouer à Peanuts. Sino. Ouais, ils ont signé une entente parce que les droits, petite recherche que j'ai faite sur les droits, à qui appartiennent les droits des Ouais. Peanuts, de tout ça, le Snoopy, Ouais, Charlie ouais. Brown et tout. Il y en a 41% à Walbrand, qui est une compagnie canadienne, OK. étonnamment, Ah ben, à Halifax, Nouvelle-Écosse. T'en as 39% à Sony Music au Japon. OK. D'ailleurs, Snoopy est très populaire Japon et dans les pays asiatiques Oui, en oui. général. Fun fact, quelqu'un dans ma famille connaissait Snoopy, mais ne savait pas qu'il venait de la bande dessinée de Charlie Brown. Ah ouais. Mais il connaissait le personnage. Ok, Snoopy, ok. tout le monde connaissait ça, mais c'est quelqu'un qui vient de l'Allemagne en passant. Ouais. Donc, on trouvait ça drôle quand même. Ah. Donc, c'est pas tout le monde qui connaît. Snoopy s'est rendu, mais pas, C'est une marque. pas Charlie. Ouais, Snoopy est populaire. Mhm. Les personnages des Peanuts, c'est comme une vraie marque, là. Puis le petit oiseau. Ouais, Woodstock. Puis il y a un petit 20% qui reste à la famille de... Ouais, c'est Charles ça, j'étais Church. comme là. Ouais. Un OK. petit, mais ça doit être un pas pire 20%. Oui, quand oui, même. j'espère, là, mais quand même. tu sais. Mais oui, Ouais. c'est comme tout ce qui est production des prochains films, des Ouais. jeux vidéo, tout ça, ça appartient à Sony et Walbrain, compagnie canadienne, qui aurait Wow. cru. Et puis, c'est ça. Puis c'est ça, là, finalement, il y a eu une petite controverse, justement, parce que c'était seulement diffusé sur Apple TV. Parce que ça a quand même été diffusé pendant plusieurs années, Ouais. là, je dis gratuitement, entre guillemets, à la télévision, mais c'était quand même accessible. Ouais. C'est un classique du temps des fêtes. Donc, dans les années 2020, il y a eu beaucoup de grogne quand cette transaction-là, ce partenariat-là a été fait avec Apple TV. Mm. Donc là, dans les dernières années, ils ont donné une petite date comme du 22 au 25 décembre où est-ce que le film d'animation pouvait être diffusé ailleurs que sur Apple TV gratuitement. Ouais. Cette année, j'ai pas vu si c'était le cas encore. J'imagine que oui, vu qu'ils l'ont fait en 2020, tu sais, avec les années qui suivent aussi, là. Donc, à voir. Mais oui, ça fait partie du patrimoine Ben oui. populaire de Noël. Ben oui, Charlie puis- pour tous. Ben oui, tout à fait. Donc, en espérant qu'ils vont être un petit peu généreux, en tout Allez, cas, on lance on ça dit dans ça, ouais, on lance l'univers. ça dans l'univers. Alors, c'était pas mal ça, ma chronique sur Merci. le film A Charlie Brown Christmas. Wow. Ouais. Ben là, on va aller écouter ça avec Ouais. nos doudous. Mais je puis, me suis... puis je vais... Ben, en fait, c'est pas vrai, je retourne travailler, mais je vais me dire que je vais me reposer un peu d'ici Noël. mais je trouvais ça vraiment intéressant de faire une petite chronique sur les films d'animation qu'on connaît tout le monde, mais qu'on sait pas vraiment d'où Ouais. ça vient, qu'est-ce qui est arrivé, Vraiment. tout ça. Ça a vraiment un historique C'est intéressant. passionnant comment ça... Parce que c'est justement le temps qui est mis là-dedans, là, toute l'énergie qui était mise au début, là, c'était pas anodin. Là. Non, vraiment, il fallait Ouais. que tu veuilles faire C'est du un dessin investissement animé, là. là, Ouais, ouais. de Puis, vie. Là. Ouais. vraiment. Puis, c'est ça. Puis moi, je pense que... Je sais pas si tu connais le fameux film qu'on voyait aussi là, dans les ciné-canaux, les 9 vies de Garfield. Oui, ben oui. Bon, Ah, moi, Garfield, là, c'est mon amour.
Je l'aime beaucoup. On va en reparler. Oui. Mais justement, j'aimerais peut-être faire une prochaine chronique sur ce film-là. J'aimerais bien ça. Ah, oui. Ouais. Ah, Ouais, OK. ben oui, parce que il est c'était plein d'animations particulier. différentes. Ouais. Oui, moi, ça m'a marqué. J'ai adoré ce film. Ouais, ben oui. Et Ah puis, oui, on là, a- ça... Moi, j'ai pleuré durant ce... Ah. Mais il est comme vraiment particulier, Oui, ce oui, oui. spécial-là, je trouve. Ouais. Donc, j'étais comme, ce serait intéressant de voir comment il est sorti. Ça va dans Qui l'a scénarisé, qui l'a Ouais. fait. C'est un Garfield Il est spécial. plus profond là, que Ouais. genre juste Garfield à Hawaii. Là. C'est ça. Donc, hey, les auditeurs, si ça vous intéresse que je fasse ça, ben dites-moi-le. Là, Yes. slidez dans mes DM. Moi Oui. aussi, là. Des DM, des geekettes. Partagez l'épisode. Likez puis tout. Alors, c'est ce qui termine notre épisode 109 de La vie secrète des geekettes Et avec... épisode Cozy Noël. ben oui, avec moi-même, Fanny. Je me suis même pas nommée. Allô, si vous me connaissez pas. Allô, Fanny. Et Chloé. Et moi, Chloé Landreville, une raton. Ah oui. Alors, suivez... où est-ce qu'on peut te trouver sur les Oui, internets? vous pouvez me suivre à une point raton sur tous les réseaux, mais surtout, suivez les geekettes, partagez l'épisode, puis allez faire un petit chocolat chaud, écoutez Charlie Brown. C'est ça, juste à temps pour le début du mois de décembre. Les geekettes, on a un site web, geekette avec un s.ca, on a un Instagram, une page Facebook. C'est pas mal là qu'on est actif, les geekettes. Vous pouvez nous écrire, on a vie de geekette avec un s@gmail.com, mais écoutez, tout est disponible sur le site web. On a un gros épisode qui s'en vient aussi. Oui, Pour, on a je des veux- invités super excitants. Ouais, on touche la table, que Tutu, tout tutu. se passe bien, mais on a une invitée pas mal de fun. Ouais. Regarde ça. C'est ça. Il y a un Patreon aussi des geekettes. Si ça te tente d'avoir du contenu exclusif des geekettes, tu peux aller au Patreon. Moi, je Tout- pense que même que ça peut faire un beau cadeau de Noël, du Quand contenu même. à offrir à quelqu'un. C'est vrai, hein? Tu t'offres un abonnement à quelqu'un, tu y mets ça dans une petite carte que tu as pognée dans le marché local. là. C'est tellement vrai. Pas Hein? obligé d'être les Béding, geekettes, béding. là, en passant. Ça peut être n'importe quel Ben Patreon oui, de là. n'importe qui. Tous les autres podcasts, là. Ouais, il y en a beaucoup, là. Fait que, Ouais, ouais. il y en- faut moi, j'échange des fois mes Patreons, tu sais, je change Moi d'abonnement aussi. parce que il y en a trop que je veux encourager puis que Ouais. j'aime, fait que Je pense moi, que c'est comme je- ça marche aussi. ouais. Là, Puis moi, j'aimerais sérieusement. ça recevoir ça comme cadeau, genre by the way, là, petite note. comme Wink, ouais. wink. Offrez-moi genre un abonnement là, j'aimerais bien être Patreon. Y a-tu quelqu'un que t'aimerais être Patreon de... J'aimerais vraiment être Patreon de ils font du true crime là, c'est un couple là. Ah, je sais Ah, pas. Jennifer. Je sais pas, je les connais pas toutes. Mais eux, C'est ouais. message à quelqu'un qui t'aime. Oui, exactement. C'est bon. Ben moi, il y en a sûrement plein, là, mais écoute, vite comme ça, je sais pas, je me pose une bonne question aussi. Donc, hey, ça conclut. Ah, tu voulais-tu regarder quelque On dirait chose? que j'essayais de trouver le nom. elle C'est est en Côté sombre. Côté sombre, je podcast. connais pas. Sont vraiment adorables. C'est un couple, puis ils sont vraiment drôles. Là. C'est comme Jennifer, elle sait déjà les histoires, puis elle les raconte à son partenaire, puis lui il réagit sur le coup, qui est un concept qui existe déjà, mais à la sauce québécoise. Puis Colin a un accent en tout cas, ils sont dans leur personnalité, ils sont vraiment dynamiques, adorables. Fait que, ouais, dans mon bon Noël, Patreon. Merci. Super. Ben parfait. Écoutez, moi, je veux juste de l'amour. Je veux Oui. juste des gens qui commentent. Qui commentent sous le post des geekettes. Donc, faites ça sur Facebook, Instagram, tout ça. Là. Envoyez-nous des messages. Oui. Fait que c'est ça. Écoutez, bon début décembre. Puis on se revoit dans peu de temps, dans 3 semaines. Bye. Bye. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes.